Bienvenue sur l'épisode 63 de Plein Potentiel. Avant de vous présenter l'invité d'aujourd'hui, j'ai une annonce à faire. Ce sera mon dernier épisode pour une durée indéterminée. Donc, je prends une pause du podcast pour me concentrer sur d'autres projets. Donc, vous sous-estimez peut-être là, le temps que ça prend pour faire un podcast, mais c'est quand même vraiment beaucoup de temps là, que je ne peux pas utiliser pour passer ailleurs. Et étant toujours un étudiant au PhD en recherche en psychologie et travaillant aussi là, au niveau de la recherche, donc j'ai des emplois à l'université et à l'école de police. Donc, j'ai beaucoup d'autres projets. J'ai le coaching aussi avec les athlètes, c'est quelque chose qui est encore présent. Le podcast, c'était d'ailleurs un moyen de mettre de l'avant mes services et de me faire connaître, puis en même temps là, de partager des connaissances reliées à la préparation mentale, puis d'autres domaines. Mais je dois là, mettre ça de côté pendant un certain temps, donc je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je ne sais même pas si le podcast va revenir. Je me garde toutes les portes ouvertes, en fait. Mais donc, c'est à suivre. Donc, j'ai pris cette décision-là là, récemment. Donc, merci à tous là, quand même d'avoir participé, d'avoir écouté le podcast. Alors, mon invité d'aujourd'hui, c'est une experte en nutrition sportive. Elle se nomme Alexia Demacor. Elle a un PhD dans le domaine. Elle a travaillé, entre autres, avec des athlètes olympiques, mais aussi des artistes du cirque du soleil et des danseurs. Donc, c'est pas n'importe qui, c'est vraiment une experte dans le domaine de la nutrition sportive. Lors de l'épisode, on a parlé de la particularité de son approche, donc qu'est-ce qui fait qu'elle se démarque, comment elle intervient avec ses clients. On a parlé aussi de sa façon d'intervenir en fait avec les athlètes olympiques et des particularités nutritionnelles de ces individus-là. On a aussi discuté de troubles alimentaires, de restrictions alimentaires et aussi de comment les proches d'un athlète peuvent nuire parfois là, et inciter en fait les athlètes à adopter une alimentation qui est malsaine, donc à se diriger un peu plus vers les troubles alimentaires. Donc, comment éviter aussi là, justement d'avoir de tels commentaires là, qui peuvent parfois avoir un impact énorme là, dans la vie d'un athlète et d'un individu. Et on a aussi discuté de différents types d'alimentation, donc notamment les alimentations véganes ou végétariennes dans le monde sportif. Là, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur les performances? Est-ce que ça peut avoir un impact sur les performances? Donc, c'est de quoi qu'on a abordé parce que je trouve que en fait, c'est de plus en plus fréquent là, dans les dernières années. Alors, merci d'être à l'écoute de ce dernier épisode pour une durée indéterminée. J'espère que vous allez aimer cet épisode. Faites-moi savoir ce que vous en avez pensé. Et donc, je vous laisse là, sans plus attendre avec mon invité du jour, Alexia Demacor. Bon épisode. Premièrement, merci là, d'avoir accepté l'invitation pour participer au podcast. Je pense pas que c'est ton premier podcast. C'est pas mon premier podcast, mon premier avec toi. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Question quand même un petit peu typique, là, mais j'aimerais ça qu'on commence par un petit peu mieux te connaître. Fait que parle-moi un petit peu de ton parcours qui t'a amené vers la nutrition. C'est-à-dire qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser vraiment à ce sujet-là, là? C'est drôle parce qu'on m'a souvent posé cette question-là. En fait, moi, ça fait 15 ans que je suis nutritionniste. Puis quand il fallait que j'applique à l'université pour un programme, j'ai juste appliqué en nutrition. Fait que c'était probablement la seule chose qui m'intéressait dans le fond à l'époque. Je me voyais pas faire d'autres choses. Mais en même temps, je savais comme pas trop c'était quoi. Il y a 15-20 ans, être nutritionniste, c'est un peu moins populaire, je pense que maintenant, Ouais. sur des années 2020 aussi. Donc c'est ça, j'ai commencé mon bac au début des années 2000. Je savais que je voulais faire la nutrition du sport. Je veux dire, j'ai tout le temps... moi, mon sport, c'était le basket. Donc, j'ai joué cégep, j'ai joué collégial. Je suis arrivée à l'université, il n'y avait pas d'équipe de basket. Fait que j'ai dû arrêter, dans le fond, de pratiquer mon sport. Mais j'ai commencé à pratiquer d'autres sports. Donc, profondément, j'ai toujours adoré le sport. J'ai toujours été active. J'ai toujours été attirée par ce monde-là. Et quand j'ai commencé mon bac, je savais que je voulais faire la nutrition sportive. C'est que la première chose que j'ai faite, première année d'université, je suis allée m'informer.
Puis j'ai demandé est-ce qu'on peut en vivre de nutrition sportive, parce qu'encore une fois, à l'époque, c'était pas quelque chose qui était super populaire. Ouais. Fait qu'on m'a confirmé que c'était possible, mais il y avait quand même un parcours à suivre, c'est-à-dire il fallait faire des études supérieures, dans le fond, en nutrition sportive ou en physiologie de l'exercice. Donc j'ai un petit peu aligné mes pions pour faire en sorte, dans le fond, de pouvoir être prise aux études supérieures en nutrition sportive. Puis, quand tu pratiquais ton sport, est-ce que tu avais un intérêt justement à optimiser ton alimentation? C'était-tu quoi qui t'intéressait déjà à cette époque-là? Pas tant. C'est drôle. Je sais pas si c'est le fait que c'est un sport d'équipe et non individuel ou en même temps avec du recul, je sais que je faisais probablement de l'anémie, Okay. des symptômes de fatigue. Il y avait certaines choses qui étaient récurrentes, puis avec du recul, je me disais avoir su ces choses-là, ça aurait pu faire une différence à l'époque aussi. Mais j'avais pas de temps. Il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque non plus. On le disait beaucoup moins, je trouve, sur la nutrition du sport. Donc, je connaissais pas trop, en fait, ce que c'était, je pense, la nutrition sportive à l'époque non plus. OK. Fait que tu avais comme un intérêt, mais tu savais pas nécessairement d'où ça venait, puis tu étais un petit peu dans l'inconnu, tout en sachant que tu avais une curiosité, en fait, par rapport à ça, là. Ouais, puis je pense, j'aime manger à la base, puis c'est quelque chose qui m'a Comme toujours beaucoup de gens. intéressée, comme beaucoup de gens, mais tu sais, j'ai toujours travaillé comme étudiante, dans le fond, je travaillais dans une pâtisserie, une boulangerie, je faisais le pain, j'étais avec le boulanger à l'arrière, fait que j'aimais, dans le fond, cuisiner, puis à la maison aussi, c'est quelque chose, je pense, une valeur familiale ou l'alimentation, c'est quelque chose qui est important, nos repas en famille, tout ça. Donc, je pense que tout ça a contribué. Tu sais, j'ai comme trouvé une façon d'aller comme deux passions, c'est-à-dire la nutrition puis le sport, mais sans trop savoir au bout du compte que ça allait être comme carrière. Puis ça fait 15 ans que je ne fais que de la nutrition sportive. Fait que je pense que ça confirme le choix qui est fait à l'époque. Puis là, tu as parlé que tu as fait du basket. Est-ce que, parce que tu travailles aussi, on va en reparler tantôt, là, mais tu travailles aussi avec des artistes, exemple Cirque du Soleil, des artistes qui ont, en fait, qui font une discipline artistique qui a une tangente sportive là, à travers tout ça, là. Est-ce que toi, tu as déjà fait quelque chose de semblable? Es-tu une ancienne acrobate ou peu importe? Mais c'est ça qui est drôle, c'est que moi, en fait, j'ai gradué, c'est ça, en 2005. Puis là, j'ai fait un passage direct, moi, au doctorat à l'époque. Mon doctorat m'a pris, 12 ans à faire. Ça a comme pas vraiment paru que c'était un passage direct. Mais d'une part, je commençais mon doctorat, puis en même temps, j'ai commencé à travailler tout de suite en graduant, parce qu'en nutrition, on peut commencer à pratiquer dans le temps avec notre titre, juste avec le bac aussi. Ouais. Puis, quelques mois après avoir gradué, fait que même pas 6 mois plus tard, je me suis fait offrir une job au Cirque du Soleil. Et je connaissais le cirque, je pense, comme tout le monde. J'avais vu tous leurs spectacles parce que c'est une activité familiale. Mais cette réalité-là, le monde accro-artistique, c'est quelque chose que je ne connaissais vraiment, vraiment pas. Puis rapidement, après, j'ai commencé à travailler aussi avec l'équipe nationale de plongeon, avec la gymnastique, avec le patinage artistique. Fait que je me suis vraiment spécialisée, dans le fond, dans les sports qu'on appelle esthétiques ou accro-artistiques. Puis à la base, je suis vraiment, vraiment pas une athlète, dans le fond, qui cadrait avec ces sports-là. Et je connecte, je pense, vraiment, vraiment bien avec ce type d'athlète. OK. Puis, disons, est-ce que l'approche est assez différente par rapport à d'autres athlètes de d'autres sports, en fait, là, versus les sports ou les disciplines artistiques, là? Y a-t-il une grosse différence au niveau nutritionnel et de l'alimentation? Mais tu sais, il y a plein de nuances. Effectivement, je veux dire, n'importe quel nutritionniste te dirait que chaque sport a ses propres enjeux, puis ses propres demandes, nutritionnelles, physiologiques aussi. Mais quand on parle d'athlètes justement qui pratiquent ces sports-là, c'est des sports qui sont jugés. Le cirque ou les arts, c'est de la scène, la danse. C'est malgré le fait que ce ne soit pas des disciplines, c'est jugé dans le fond avec des notes, mais reste qu'ils s'exposent sur scène, dans le fond, devant les gens tous les jours aussi. Puis ça, c'est une dimension à ne pas négliger de la performance, dans la mesure où notre athlète, il veut bien performer,
mais son apparence a quand même un lien avec sa performance aussi. Fait que c'est, je veux dire, un coureur ou un nageur, la composition corporelle peut effectivement avoir un lien sur sa performance, mais la personne ne sera pas jugée de par son apparence. Puis dans ces sports-là, ça peut être le cas et c'est malheureusement souvent le cas aussi. Mm-hmm. Fait que je pense que le fait au Cirque du Soleil avec l'équipe nationale de plongeon, c'est des environnements où j'ai été sur place énormément. Fait qu'au cirque, mon travail au début, c'était d'être dans les studios, de regarder dans le fond ce qui se passait, l'environnement, de comprendre dans le fond la culture du cirque. J'ai voyagé beaucoup en tournée. J'ai vu que la réalité était différente justement que celle du studio à Montréal. J'ai compris beaucoup plus de choses en étant sur place. Puis avec plongeon aussi, c'est la même chose. J'ai passé tellement de temps à la piscine à juste être sur place, puis comprendre les interactions, comprendre les messages, comprendre ce qui se passait. Puis tout ça fait en sorte que pour moi, il y a, je pense, une complexité un petit peu différente avec ce type d'athlète-là versus d'autres catégories d'athlètes. Est-ce que ce sont des athlètes qui vont avoir tendance beaucoup à être plus exigeants envers eux-mêmes, autant au niveau de l'apparence qu'au niveau de la performance? C'est drôle parce que c'est un dénominateur commun, en fait, que je vois, c'est évidemment beaucoup le perfectionnisme. Parce que si on y pense, ce sont des sports de répétition. Fait qu'ils s'entraînent, puis ils refont exactement les mêmes mouvements. Pourquoi? Pour atteindre la perfection. Ouais. Fait que c'est sûr qu'à la base, je veux dire, s'ils ont choisi ces sports-là, si ça leur convient, c'est parce que ils sont perfectionnistes. C'est sûr que les athlètes avec qui je travaille, s'entraînent pour aller au jeu. Fait que c'est leur mission de vie, c'est la raison pour laquelle ils se réveillent le matin aussi. Fait que c'est tous des paramètres qui vont avoir une influence à ce niveau-là également. Et qui dit perfectionniste dit potentiellement une relation difficile avec la nourriture. Donc, j'imagine que c'est de quoi que tu dois travailler aussi peut-être plus fréquemment que quelqu'un qui je sais pas, là, mais peut-être plus fréquemment que quelqu'un qui travaille avec d'autres types de clientèle au niveau des troubles alimentaires, au niveau d'une relation malsaine avec la nourriture. Est-ce que tu vois ça de façon fréquente, toi, de ton côté? Mais souvent, ce qu'on va dire un peu à la blague, c'est que les traits de personnalité qui font un très bon athlète font un très bon trouble alimentaire aussi. Fait que c'est pour ça que souvent, c'est pas pour rien, on regarde la littérature scientifique, la prévalence des troubles de l'alimentation chez l'athlète, chez la personne qui est très active physiquement, est plus élevée que chez la population en général. C'est encore une fois, si on s'attarde à la littérature scientifique, c'est sûr que partout, on va voir que les sports qui mettent un accent sur le poids ou qui sont jugés ont encore une fois une prévalence plus importante versus d'autres sports. Mm-hmm. Par contre, on arrive à un point tournant où nous, ce qu'on marque en consultation, puis c'est sûr que la science n'a pas encore eu le temps, je pense, de nous présenter des articles là-dessus, mais nous, ce qu'on remarque depuis quelques mois, avec la pandémie, ça n'a pas aidé depuis quelques années, c'est que les troubles de l'alimentation, ils se limitent plus à ces catégories d'athlètes-là. Moi, j'ai des athlètes de tous les sports, puis souvent pour des sports où le poids ou le fait d'avoir un poids plus faible, ça améliore pas la performance. Fait que là, ça va vraiment au-delà de ça. Mm-hmm. Ça devient plus, ça devient une problématique en fait qui est mentale, là. Ça devient vraiment un trouble du comportement alimentaire, là. Tout à fait. Puis en même temps, moi, quand j'ai commencé, dans le fond, à travailler en nutrition du sport, je pensais pas que j'allais travailler en troubles alimentaires non plus. Mm-hmm. C'est quelque chose qui m'intéressait un peu par curiosité, mais j'ai jamais eu à faire de stage dans ce milieu-là, donc je connaissais pas le traitement nutritionnel, je connaissais pas vraiment ce qu'étaient les réalités d'un trouble alimentaire. Puis rapidement, dans ma pratique, j'ai eu à aller me former parce que moi, je trouvais que je pouvais davantage nuire à mes athlètes, dans le fond, en ne sachant pas comment intervenir pour les épauler. Mm-hmm. En même temps, il faut, comme professionnel, des fois tenir tête, puis pas juste accepter, j'ai un athlète qui vient me voir, qui mange 1200 calories par jour, il perd pas de poids, mais je vais l'aider à manger moins, puis on va trouver une solution. Mais non. Il faut être capable aussi de prendre confiance comme intervenant, comme professionnel, puis savoir où la ligne. Puis à quel niveau il faut qu'on remette les pendules à l'heure aussi avec la personne, puis qu'on sache déterminer
quand la problématique est présente. Fait que Ouais. ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a manqué vraiment je pense, dans mon cheminement peut-être académique ou en sport, parce que faut qu'on soit formé en troubles de l'alimentation si on travaille en sport, parce qu'on travaille avec une catégorie de la population qui est excessivement à risque. Mm-hmm. Puis, j'avais comme une question que j'ai perdue. Oui, c'est ça. Puis, j'imagine aussi que ça doit être assez important parce que tu le dis, tu peux en venir même à nuire à la personne là, si tu n'interviens pas de la bonne façon. Fait que ça doit être important aussi de reconnaître ses limites parce qu'avec un trouble alimentaire, ben, souvent la personne va avoir besoin de beaucoup de choses, là, d'être bien entourée, ça peut être un psychologue, un travailleur social. Souvent la personne va même être hospitalisée là, justement pour avoir tout ce qu'elle a besoin. Donc, est-ce que ça t'arrive, toi, de ressentir justement le besoin là, d'envoyer la personne voir quelqu'un d'autre, là, puis d'aller chercher de l'aide ailleurs, peut-être? Là? C'est ça, c'est pas parce que c'est un trouble de l'alimentation que la solution est juste nutritionnelle, c'est évidemment pas. Puis on le sait, dans le fond, le traitement préconisé, c'est un traitement psychologique. Puis, c'est vraiment un travail interdisciplinaire, dans le fond, en psycho, nutrition, puis d'avoir un support médical, dans le fond, par un médecin adéquat aussi. Fait que c'est un travail d'équipe. Fait que moi, la presque majorité de mes cas, je les vois avec une collègue psychologue ou peu importe, dans le fond, le psychologue qui travaille déjà on va travailler en équipe ensemble. Dépendamment des cas, des fois, la nutrition va prendre plus de place, des fois, ça va être la psycho. Le médecin ne sera pas toujours impliqué de la même façon. Dans certains cas, il faut référer plus rapidement. Donc, chaque cas est différent, mais c'est sûr qu'on ne peut pas avoir la prétention en nutrition de dire « Ah, ben, on va tout régler tout seul », puis de savoir aussi, justement, comme tu disais, notre limite, elle est où, c'est à quel moment qu'il faut savoir référer aussi. Puis, tu l'as dit tantôt, là, la prévalence est quand même plus fréquente chez les athlètes que dans la population générale là, au niveau des troubles alimentaires. Donc, c'est possible qu'il y ait des gens en ce moment qui écoutent l'épisode et qui peut-être en ont un et ils ne le savent pas. Ou sans doute, mais ils ne sont pas sûrs. Comment savoir pour un athlète, là, en fait, que sa relation avec la nourriture là, est malsaine puis qu'il a peut-être un trouble alimentaire? Puis, avant de répondre à ta question, c'est là où je vais mettre l'accent, c'est justement ça. Souvent, les gens ne savent pas, puis ils viennent nous voir en consultation, les athlètes, puis ils nous parlent de ce qui se passe, puis de leur relation difficile avec l'alimentation, ou du fait que ça justement prend beaucoup de place dans leur tête. Puis quand on leur parle, c'est de ce qu'est un trouble de l'alimentation, pour certains, ça peut quasiment être un soulagement. Parce que c'est comme, ben on arrive avec une problématique, mais avec un traitement aussi. Une solution aussi. Oui. Puis surtout, on amène l'aspect de la normalité dans la mesure où ben c'est normal que si tu vis une telle problématique, ben que ceci se passe en ce moment. Parce que souvent, ils pensent qu'ils sont les seuls à avoir ces problèmes-là, puis « Oh wow, pourquoi telle personne est capable de faire ça » ou telle chose, puis moi, ça fonctionne pas de la même façon. Fait que déjà ça, à la base, ça peut être aidant aussi. Mais il y a deux choses, en fait, qui vont dresser la ligne. Puis c'est souvent quelque chose que je vais répéter aussi pour un athlète. Beaucoup de comportements problématiques vont être considérés normaux dans le contexte de leur sport. C'est pour ça que beaucoup d'athlètes vont tarder à aller chercher de l'aide parce qu'ils pensent que mais c'est un athlète de haut niveau ou c'est un athlète qui désire se performer de telle façon, c'est que c'est normal que j'ai ces préoccupations-là ou c'est normal que l'alimentation prenne une grande place dans ma vie, mais pas nécessairement. Fait que la ligne, elle est où? S'il y a présence de détresse, d'anxiété, si ça commence à affecter nos tâches de la vie quotidienne. Fait que souvent, en fait, on va présenter à la personne souvent une tarte. Puis dans la tarte, en fait, ben il y a plein de choses. Fait que c'est sûr que comme athlète, le sport prend évidemment beaucoup de place, mais tu sais, il devrait avoir la famille, les amis, l'école, tu sais, les autres hobbies de la personne. C'est sûr que, dépendamment du sport, tu sais, catégorie de poids, mais c'est sûr que mon poids, c'est une importance aussi. Justement, que mon alimentation, je suis une athlète, c'est sûr que ça prend l'importance aussi. Mais dans ma tarte, il y a plein de choses qui sont importantes. Quand on commence à avoir un trouble de l'alimentation, ben nous, on appelle ça l'effet Pac-Man. C'est comme si la nutrition, c'est comme si
le poids ou l'importance accordée au poids commence à prendre tellement de place que, d'une part, il y a des sphères qui vont sauter ou des parties, justement, de la tarte qui vont sauter. Fait que, j'arrête de voir mes amis. Je m'isole beaucoup plus de ma famille. Ah, ben là, j'ai plus le temps de pratiquer, dans le fond, telle activité qui me faisait du bien aussi. Parce que, dans le fond, toute l'énergie est vraiment consacrée à la gestion de l'alimentation et à la gestion du poids. Ça devient vraiment une obsession, là. Ça devient une obsession, puis ça devient une phobie. Parce que le traitement, en fait, du trouble alimentaire, c'est vraiment le même traitement que d'une phobie. Fait que c'est pas juste je ne veux pas prendre de poids, mais c'est j'ai une peur intense de prendre du poids. Fait que je vais tout faire pour essayer, dans le fond, que ça se passe pas, puis je vais tout faire pour essayer de calmer mon anxiété qui est associée justement à ça. Mais c'est des stratégies qui sont éphémères. Fait que, je vais me peser, ou je vais me regarder dans le miroir de façon compulsive pour être sûre de pas prendre de poids, ou je vais m'imposer plein de règles alimentaires, ou je vais restreindre mon apport tout simplement. Comme ça va me sécuriser. Donc, à court terme, on a l'impression que ça vient nous apaiser puis qu'on fait la bonne chose pour justement gérer nos préoccupations, mais c'est un cercle vicieux. À chaque fois qu'on le fait, on vient dire à notre cerveau, ça me prend ça pour me calmer, pour me sentir en sécurité, fait que ça réaugmente dans ton mes préoccupations par la suite. Ouais, c'est un peu comme quand tu as peur de quelque chose puis tu évites de le faire. Là, ça te fait du bien de ne pas le faire, puis là, tu embarques justement dans ce cercle vicieux-là. Là. Toi, au niveau de l'intervention avec ce type de personnes-là, ça va être quoi la première chose que tu vas faire? La première chose, nous, c'est important de savoir que comme nutritionniste, on ne peut pas émettre de diagnostic. Fait que ça, c'est la première chose. On peut parler de troubles de l'alimentation. Moi, je fais toujours le modèle, en fait, du trouble alimentaire avec le client ou avec l'athlète, en fait, que j'ai devant moi, c'est-à-dire qui explique c'est quoi, dans le fond, un trouble de l'alimentation, puis qu'est-ce qui va causer quoi. Parce que souvent, les athlètes vont venir nous voir parce qu'on est perte de contrôle alimentaire. Fait imagine, dans le fond, un athlète de patinage artistique, c'est qu'un athlète hyper perfectionniste qui est habitué, dans le fond, d'être parfait dans toutes les sphères de sa vie, de son entraînement, ou du moins que c'est. Puis, qu'au niveau alimentaire, il essaie d'avoir une alimentation parfaite, mais là, pouf, il y a des pertes de contrôle. C'est excessivement difficile à gérer. Ça crée beaucoup d'anxiété, beaucoup de détresse parce que je suis capable de contrôler tout ce qui se passe dans ma vie. J'essaie vraiment de contrôler mon alimentation. Puis là, je parle le contrôle. Fait qu'après ça, c'est sûr que je vis beaucoup de honte, beaucoup de culpabilité, puis je retourne dans la restriction tout de suite après. Fait que quand on explique, en fait, ce qui cause les pertes de contrôle, puis il y a différents éléments, fait que c'est sûr qu'on va parler si à la base je mange pas assez pour mon sport, pour les besoins de mon sport, juste pour mes besoins physiologiques de base, mais c'est sûr que mon corps, à un moment donné, il va me dire, j'ai faim. Fait que souvent, on va dire, c'est comme si tu retiens ton sucre toute la journée, mais à un moment donné, il va falloir que tu prennes de l'air. Fait que là, ton corps, il réagit comme ça. C'est comme de leur amener un petit peu des faits, de l'impact que ça peut avoir, tout d'abord sur leur performance, parce qu'eux, ils font ça en se disant, j'essaie d'optimiser comme tout, je vais être le meilleur athlète que je peux être, la meilleure personne que je peux être possible, mais finalement, ça a l'effet complètement inverse, puis ils sont en train de se nuire totalement. Là. Donc, c'est comme d'amener un petit peu un contact avec la réalité, de comme non, ce que tu fais là, regarde ce que ça peut occasionner comme impact négatif. Là. Tout à fait. Fait qu'il y a ça, il y a les règles alimentaires. Fait que des fois, la personne peut manger suffisamment, mais elle veut tellement que tout soit parfait, tout est tellement contrôlé. Fait qu'il y a des bons aliments, des mauvais aliments, ça j'ai le droit, ça j'ai pas le droit, en telle quantité ou en telle fréquence. Mais ça a le même effet, dans le fond, que pas manger suffisamment. Fait qu'à un moment donné, le cerveau, il stanne, puis il a le goût de manger ce qu'il veut. Puis, ça se peut que les émotions s'en mêlent à un moment donné aussi. Ouais. Puis qu'on remarque que la perte de contrôle, c'est comme ça vient geler les émotions, ou ça vient nous empêcher de vivre d'autres choses qui sont difficiles qu'on n'a pas le goût de vivre. Fait que ça se peut qu'à un moment donné, les émotions puissent déclencher des pertes de contrôle alimentaire.
Dans le modèle aussi, c'est important de parler du sous-poids. Souvent, n'importe qui souffre d'anorexie, va toujours être en déni par rapport à la gravité de sa situation, mais aussi, il y a aucun des athlètes avec qui j'ai travaillé qui admet, dans le fond, être trop maigre ou, dans le fond, être en sous-poids réel. Fait que souvent, j'utilise le mot anglais plus underfueled, fait que c'est pas suffisamment nourri. Parce qu'un athlète, est très musclé, fait que c'est très rare qu'il a l'air malade aussi, hein. Donc c'est pour ça que c'est rare que l'athlète va avoir l'air du stéréotype là, vraiment anorexique. Fait que c'est pour ça que dans leur tête, ils sont jamais suffisamment malades pour mériter le traitement dans le fond dans ce contexte-là. Ils n'ont pas nécessairement l'image, ils n'ont pas le physique qui est identique à l'image qui est associée à l'anorexie là, pour eux. Là. Exactement. C'est pour ça qu'il faut leur expliquer, dans le fond, que tant et si longtemps qu'ils vont rester dans cet état-là de sous-poids, leur corps est en famine, puis ça va créer une anxiété qui va être beaucoup plus généralisée aussi, mais ça va être très difficile. S'il y a des pertes de contrôle, ça va être difficile de pouvoir les réduire si le poids augmente pas, s'il y a beaucoup d'obsession, si, comme je disais, des crises de panique, donc, ou juste la préoccupation par rapport au poids, puis ça semble très illogique, puis je fais tout le temps des blagues avec ça en consultation parce que je leur dis, je sais que tu le vois pas comme ça en ce moment, mais si tu gagnais un peu de poids, tu serais moins stressé dans le fond par rapport à ça. Puis tu sais, ça fait pas de sens parce qu'en ce moment, ils font tout pour pas gagner de poids. Puis ils ont l'impression que s'ils gagnent du poids, ils vont être encore plus stressés par rapport à ça. Mais non, le cerveau, dans le fond, il est beaucoup moins en état de famine, puis ça pèse plus par rapport à ça. Puis tantôt, tu parlais du fait que c'est important de donner des faits, c'est important de leur faire comprendre certaines choses. Oui, mais quand on travaille avec un athlète ou une personne qui est en état de malnutrition, parce qu'ils le sont, c'est plus sévère, cognitivement, puis ça, la recherche le montre beaucoup là, dans les études faites auprès des anorexiques, cognitivement, dans le fond, leur cerveau est pas apte à pouvoir recevoir ces informations-là. Fait que des fois, il faut comme vraiment miser notre approche juste sur une réalimentation, puis après ça, on peut arriver avec la psychoéducation plus du trouble alimentaire, puis avec le côté plus fait, rationnel. Ça, c'est quelque chose, avec le temps, j'ai eu à m'ajuster puis à mieux comprendre justement cette réalité-là. Parce que peu importe ce que je dis à la personne, elle s'en souviendra probablement pas dans une heure, puis mon intervention, elle sera pas utile dans ce contexte-là non plus. Ouais. Puis, il y a aussi tout l'entourage là, qui peut avoir un impact sur la personne, sa relation avec l'alimentation. Dans le monde sportif, autant les entraîneurs que les parents, que les coéquipiers, en fait, là, ce qu'ils vont dire, soit par rapport à ton poids ou soit par rapport à eux, comment ils se nourrissent, ça peut influencer. Quel type de commentaires ou d'attitude que les entraîneurs ou l'entourage pourraient avoir puis qui serait nuisible pour la relation d'un athlète avec la nourriture, puis peut-être à l'inverse, là, qu'est-ce qu'un bon entraîneur ou un bon proche devrait faire? Oui, mais c'est une bonne question. L'aspect d'être un bon modèle, on le sait, fait une immense différence. Fait que, moi, je le vois de deux façons. La première chose, c'est sûr que l'attitude que va avoir un parent ou un entraîneur directement envers l'athlète, c'est sûr qu'il va avoir une différence. Fait que de pas faire de commentaires par rapport au poids, autant de valoriser une perte de poids va être délétère que de critiquer dans le fond un gain de poids. Le nombre d'athlètes qui m'ont répété le fait que c'est quand ils ont perdu du poids, dans le fond, suite justement à un trouble alimentaire, où ils ont tellement eu de valorisation dans leur entourage, qui me disaient, ça m'a juste tellement encouragé à continuer dans mon trouble alimentaire. Puis, c'est classique, mais moi, je l'entends systématiquement tout le temps en consultation. Fait que déjà, on en parle, juste ne pas commenter l'apparence physique, ne pas commenter le poids d'une personne, de miser sur le niveau d'énergie, sur certaines choses plus techniques dans le fond à l'entraînement, sur l'humeur, la personnalité, puis sur tout le reste. Mais de commentaires par rapport au poids,
ou à l'image, non plus. La pesée, ce qui est moins fréquent, mais c'est quand même quelque chose qui demeure dans certains clubs, peut-être en passage artistique, mais ça, c'est des choses qui sont quand même beaucoup, beaucoup améliorées. Mais tu sais, ça, au niveau des études scientifiques, ils en parlent tout le temps. On le sait, les athlètes qui ont des pesées, c'est fait par des entraîneurs, ben ça crée des comportements alimentaires qui sont déséquilibrés dans le fond avant ou après, clairement. Donc ça, si le poids à être pris, je veux dire, en nutrition, ben si on a à prendre le poids, c'est parce qu'on c'est un outil d'intervention aussi. Fait que c'est pas juste on mesure le poids puis après ça on critique, mais non, c'est un outil de la composition corporelle ou le poids. Ben, on peut justement en discuter aussi avec l'athlète. Fait que de pas prendre le poids. Puis d'être des modèles positifs par rapport à une saine alimentation. S'assurer que les valeurs de l'entraîneur, les valeurs du club correspondent aux actions aussi. Fait qu'un exemple, si, mettons, on a un club d'un sport qui dit moi, je valorise beaucoup le fait que mes athlètes soient en santé, qu'ils aient une nutrition optimale, sauf qu'ils partent en camp d'entraînement puis ils n'ont jamais le temps de manger. Les entraîneurs, dans le fond, ne donnent pas de pause pour manger, ou pour aller à l'épicerie, pour aller acheter des collations. Ben, ça, c'est un exemple où on vit pas nos valeurs. Fait que ça aide pas dans ce contexte-là aussi. Puis, être un bon modèle, c'est aussi avoir la réflexion où notre propre relation avec notre alimentation, avec notre corps, la façon dont on se parle, ça a un effet effectivement, dans le fond, sur les athlètes de façon indirecte aussi, comme les parents. Fait un parent qui se pèse toujours, mais qui dit à son enfant soucie-toi pas de ton poids, tu devrais pas te peser, ben ça fonctionne pas parce que c'est l'image qu'il voit. Ou un parent, puis tu sais, moi aussi je suis une maman, c'est que on veut le mieux pour nos enfants, puis en même temps, on est très, très critique, puis on se met beaucoup de pression. Mais c'est sûr que un parent qui est constamment à la diète ou qui mange un repas différent du reste de la famille, ben l'enfant, peu importe l'âge, je veux dire, les jeunes enfants, 3, 4, 5 ans vont le remarquer que le parent mange quelque chose de différent ou donc de pas minimiser, dans le fond, le fait d'être un bon modèle en ayant juste justement une relation ou en essayant de travailler une relation plus saine avec notre alimentation. J'ai beaucoup de gens des anciens athlètes qui viennent me voir en consultation plus tard, qui sont rendus parents, puis que c'est là où ça commence à leur déranger, puis c'est là où ils veulent faire une différence. Ils veulent devenir de meilleurs modèles pour leurs enfants. C'est que jusqu'à présent, leur comportement anormaux, en guillemets, ça les dérangeait pas trop, mais le fait d'avoir des enfants, ça les confronte beaucoup plus. Les enfants, ça pose des questions. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu manges de telle façon? Fait que c'est comme un miroir, puis des fois, ce reflet-là peut nous faire réaliser que, oups, OK, peut-être que je devrais aller chercher de l'aide aussi. Oui, puis ce que tu disais tantôt aussi, de ce que je comprenais d'être un bon modèle, c'est aussi une cohérence entre les actions et les mots. Puis ça, d'avoir un discours incohérent par rapport à fait ci, mais moi, je te démontre que je le fais pas, ou bien en tant qu'entraîneur, de pas prioriser, tu sais, juste, des fois, c'est un peu, c'est pas formellement, mais c'est caché en dessous, mais on montre certaines choses, puis ça te pousse à faire certaines actions qui vont être nuisibles dans ton alimentation, là. Fait que... Tout à fait. Il y a peut-être un point que je t'ajouterais aussi, c'est de ne pas toujours faire l'association poids-performance, dans la mesure où on sait que la performance est multifactorielle. C'est que le poids peut, évidemment, ou la composition corporelle, avoir une influence sur la performance, mais ça peut être beaucoup d'autres choses aussi, parce qu'il y a tellement d'entraîneurs ou même les athlètes eux-mêmes vont dire « mauvais entraînement parce que j'ai mangé tel truc hier » ou « parce que mon poids a augmenté », quand « c'est vrai, j'ai peut-être pas bien dormi cette nuit » ou ça, c'est une erreur quand même courante, là, autant pour l'alimentation que ça pourrait être autre chose aussi, là, de faire un lien direct entre comme un aspect bien précis et la performance. C'est
tellement contextuel, multifactoriel. Il y a beaucoup de choses qui influencent la performance, là. C'est l'alimentation puis le poids, c'est plus tangible. Fait que les gens pensent que c'est plus facile, tu sais, de dire ça, je vais être capable de le modifier. Tu sais, on s'entend qu'en préparation mentale, psychologie sportive, c'est hyper important pour la performance. Mais en même temps, c'est beaucoup plus difficile de quantifier certaines choses versus je vais aller prendre mon poids. Ah, mais oui, c'est vrai. Je pèse 1 ou 2 livres de plus, fait que c'est sûr que c'est ça à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Là, on a fait un gros détour sur les troubles alimentaires, là, mais toi, au niveau de ton approche, comment tu définirais ton approche de nutritionniste? Mon approche de nutritionniste en 15 ans, elle a évolué beaucoup, je pense. T'as pas le choix. En même temps, je veux dire, il y a tellement de choses qui ont changé, autant au niveau du guide alimentaire qu'il y a des nouvelles réalités, il y a des nouvelles particularités. Chaque personne a comme des particularités alimentaires maintenant. Il y a les gens qui sont véganes, les gens qui sont végétariens. J'imagine que tout ça a amené énormément de changements dans la profession, là. Oui, ben c'est sûr que ça fait partie dans le fond de notre travail. Puis je pense que c'est ce qui rend ça stimulant aussi dans la mesure où moi, il y a plein de choses que j'ai appris au bac qui sont différentes dans le fond. Ouais. Fait qu'au niveau des connaissances, ça c'est en constante évolution. Puis c'est sûr que ça change beaucoup. Au niveau de mon approche, c'est moi comment j'interviens. Ben ça évolue beaucoup aussi. Puis c'est sûr que oui, on a pris un gros détour de troubles alimentaires dans notre discussion. Mais en même temps, c'est quelque chose que je vais systématiquement, dans le fond, évaluer la relation avec l'alimentation lors de toutes mes évaluations pour justement savoir comment bien intervenir dans le fond avec un athlète. Et que mon plan d'intervention va être différent dépendamment de la relation que l'athlète a aussi. Puis ça, c'est quelque chose que je comprenais pas quand j'ai terminé mon bac, puis que je comprends beaucoup mieux maintenant aussi. Fait que, je décrirais ma façon d'intervenir. Dans le fond, moi, je veux comprendre vraiment l'individu. C'est vraiment au-delà de ce qu'il mange, dans le fond, à chaque jour. Je veux comprendre le contexte, je veux comprendre le pourquoi du désir de changer. Je veux comprendre quelles sont les barrières au changement aussi. Si quelqu'un vient nous voir pour aller chercher de l'aide, c'est souvent pas par manque de connaissances, parce qu'il y a tellement d'informations, soit que les gens sont juste perdus parce qu'il y a trop d'informations. Il y en a beaucoup, ou souvent, les gens ont les connaissances, mais ils ont besoin d'être guidés parce qu'ils savent pas comment effectuer justement certains changements. Puis, c'est sûr qu'au niveau du sport, ben, il y a une prise en charge, c'est plus systématique. OK, ben, on va y faire des prises de sang, tes réserves de fer sont où, voici certaines choses puis, qui vont pouvoir t'aider à optimiser tes performances aussi. Fait que il y a des choses de base qui vont évidemment être importantes dans tous les cas. Mais sinon, c'est vraiment plus, je pense, une approche, je vais utiliser le mot holistique, mais en même temps, c'est pas, plus, c'est très, global ou général pour comprendre au-delà, je te dirais, de juste l'aspect alimentaire, ce qui se passe chez la personne. Puis au niveau des athlètes, justement, un peu plus d'élite, ça peut ressembler à quoi le suivi auprès d'eux? Est-ce que c'est un suivi qui est, tu l'as dit, je pense, là, qui est un petit peu plus serré, là, en fait? Y a-t-il une plus grande fréquence de suivi avec ces athlètes-là? Ben, en fait, c'est sûr que nous, on appelle ça des groupes d'entraînement, donc les équipes nationales. Donc, je travaille avec dans le fond l'Institut national du sport du Québec depuis longtemps. Je suis avec l'équipe de la salle de plongeon depuis 12-13 ans. Fait quand on travaille dans le fond avec une équipe nationale ou un groupe d'entraînement, justement, c'est sur l'équipe nationale, c'est pas juste des consultations individuelles, mais c'est comme un support constant. Parce que c'est sûr qu'avec une année COVID, on a passé moins de temps sur le lit d'entraînement. Ouais. Mais ça veut dire que on a des présences sur le site, on est là dans le fond à l'année longue pour supporter les athlètes. Fait que c'est pas juste ben ça va pas bien, tu vas voir la nutritionniste ou tu as quelque chose à régler, tu vas voir dans le fond là où la nutritionniste. Fait qu'on a un support vraiment régulier, on fait des prises de sang plusieurs fois par année, on fait des suivis justement de mesures anthropométriques, on a des rencontres interdisciplinaires dans le fond avec toute l'équipe,
on planifie vraiment les choses sur 4 ans, dans le fond, pour le psychonétique aussi. Fait que c'est pour ça que l'approche est complètement différente. En même temps, c'est une chance parce que ça nous permet de pouvoir, vraiment bien connaître le sport, les athlètes, puis leur fournir le support optimal. Parce que la journée où il y a quelque chose qui cloche, ben, on sait vraiment, dans le fond, la problématique, puis on peut vraiment mieux, je dirais, les encadrer parce que on fait partie de leur équipe depuis plusieurs années aussi. Ouais, c'est intéressant de savoir ça. Là. J'avais pas en tête qu'il y avait comme autre chose que des suivis individuels, mais il y a beaucoup d'autres choses finalement. Puis sinon, encore une fois, au niveau des athlètes de haut niveau, c'est quoi les particularités, disons, nutritionnelles? Bien, les particularités, c'est sûr que la nutrition, c'est sûr que ça occupe une place importante dans le fond pour un athlète de haut niveau, dans la mesure où leur volume d'entraînement, je pense que c'est peut-être plus ça la distinction. Un athlète d'élite, ça va être son volume d'entraînement qui va être plus élevé, sa charge, ben, pas juste son volume, mais c'est sa charge d'entraînement qui va être plus élevée. Ça va être certains vont aller à l'école, d'autres non, mais leur job principal, c'est l'entraînement, puis tout le reste est accessoire. C'est pour ça que l'aspect nutritionnel est important parce que l'athlète n'a pas le choix d'optimiser sa récupération. S'il y a 2-3 séances d'entraînement dans la journée puis qu'il néglige sa nutrition, c'est sûr que directement, ça va négliger justement sa performance. Donc l'organisation nutritionnelle va être hyper importante parce que des fois, les athlètes ont juste pas le temps. C'est pas qu'ils veulent pas manger suffisamment, mais ils savent pas quoi manger quand pour combler leurs besoins nutritionnels étant donné leur justement volume élevé d'entraînement aussi. Fait que ça, c'est toi qui fais ça au niveau de l'organisation nutritionnelle ou c'est à eux de le faire? Dans la mesure où si c'est un enjeu pour eux, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on va regarder ensemble aussi, tout à fait. Fait que d'une session à l'autre, si l'athlète a des cours du soir ou s'il y a des cours tout le matin, puis que là, l'entraînement doit être ajusté en fonction de ça, mais c'est toutes des choses qu'on va regarder ensemble. Parce que peu importe l'horaire, il faut qu'à la fin de la journée, dans le fond, l'athlète ait comblé ses besoins nutritionnels. On peut pas aussi se permettre d'attendre d'avoir des déficiences pour pouvoir dans le fond, intervenir ou agir. Fait que pour le faire, tantôt je parlais de la ferritine, c'est un exemple, mais le faire, c'est pour ça qu'on fait des suivis plusieurs fois par année de la ferritine et réserve de fer, parce qu'on sait que si on attend qu'il y ait une déficience importante, qu'il y ait une anémie, ben, ça prend beaucoup trop de temps à l'athlète pour retrouver son niveau d'énergie optimale, ses performances optimales par la suite. C'est qu'on agit beaucoup plus en prévention à ce moment-là chez l'athlète. Puis juste pour revenir tantôt, tu sais, tu as dit au niveau, tu sais, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis que tu as commencé à faire ce métier-là. Est-ce que puis tu as aussi dit qu'en fait, les connaissances ont énormément évolué. Toi, ça t'a-tu aidé, en fait, d'être aux études et de pouvoir travailler en même temps? C'est comme d'aller chercher le côté pratique d'un côté, puis d'aller au niveau des connaissances de l'autre, puis tout le temps avoir ce va-et-vient-là, d'un bord et de l'autre? Vraiment, d'un côté, c'est un gros casse-tête. Au niveau de la gestion de l'horaire, oui. De jumeler tout ça, c'est surtout... en même temps, mon doctorat, moi, je l'ai fait avec des athlètes de haut niveau aussi. Fait que, ça restait avec un groupe d'entraînement, c'est avec qui faire de la natation, dans le fond, qui se préparait pour les Jeux olympiques de Londres. Fait que c'est pour ça que j'ai joint l'utile à l'agréable, si je peux dire, dans ce contexte-là. Mais c'est sûr que d'avoir un pied, dans ce qui se passe en sciences, ben c'est vraiment aidant. Puis toutes les connaissances que j'ai faites dans l'interprétation des données scientifiques, ben c'est des choses dont je peux me servir dans mon quotidien avec les athlètes. Faut quand même que je souligne le fait qu'en les nutritionnistes du sport, on est dans le fond un groupe quand même assez serré au Canada. Donc, on a des communications vraiment fréquentes. On a une plateforme d'échange où, justement, on est tout le temps en train de se stimuler, de s'envoyer des ressources scientifiques. On se fait des formations, en fait, entre nous. On invite des experts de l'extérieur aussi. Donc, c'est sûr que quand on travaille avec le sport de haut niveau, ben, on peut pas se permettre d'être en retard non plus sur la science. On veut être plus en avance aussi.
Fait que, tu sais, mon doctorat, plus le fait qu'on bénéficie de ce support-là, puis qu'on ait tout cet intérêt-là, je pense que ça fait en sorte qu'on est toujours très, très à jour par rapport à la littérature scientifique. Puis effectivement, ça, c'est vraiment important parce que il me semble qu'il y a beaucoup de choses, en fait, comme toute science, là, il y a beaucoup de choses qu'on croyait vraies, puis qu'avec les années, on a découvert que, finalement, ça, on pensait que je sais pas, telle alimentation était bonne, finalement, ça ne l'est pas. Ou, en tout cas, il me semble qu'il y a énormément de choses qui ont changé par rapport à l'alimentation, puis ce qu'on croyait. Y a-t-il des choses, justement, que les gens croient encore ou qui sont des mythes, là, qu'on a découvert que c'était pas le cas, là, qui viendrait en tête? Des mythes spécifiques. Tu sais, c'est plus souvent les gens, ils vont. Ça revient à la perte de poids. Puis tu sais, souvent les gens, ils sont désespérés de trouver la formule magique. Puis la nutrition, c'est tellement pas juste blanc ou noir, dans la mesure où on est tout le temps dans le gris, puis les gens ils aiment pas ça le gris. Fait qu'ils veulent, dans le fond, avoir des réponses directes, puis une directive, puis ils veulent que ça fonctionne, puis avoir des résultats rapidement aussi. Ouais, ils veulent comme savoir que je fais telle chose et je vais avoir tel poids à la fin, mais il y a des variables qu'on peut pas, en fait, qu'on n'a pas de contrôle dessus, en fait, qui sont beaucoup des variables individuelles, j'imagine. Que ça, tu sais pas, en fait, chaque personne a comme son métabolisme, puis chaque personne va réagir différemment à tous les régimes, puis toutes les façons de s'alimenter, là. Tout à fait. Fait que, tu sais, je dirais pas qu'il y a comme un mythe qui perdure, qu'il faut démentir là. C'est plus que j'ai été témoin justement de tous ces modes alimentaires-là. Puis qu'après quelques années, elles s'éteignent d'elles-mêmes aussi. Si on pense au paléo qui a été super fort à un moment donné. Après ça a été un autre truc. Donc, je sais pas si je suis chanceuse, c'est un addon un peu, mais tu sais, mes athlètes de très haut niveau ont jamais adhéré, tu sais, à ces modes-là tant que ça. C'était plus, je me faisais poser des questions, ça les intéressait, mais tu sais, si je leur donnais les faits, c'est comme, ouf, ça m'intéresse pas, tu sais, dans ce contexte-là. Plus des modes de population générale, je pense. En fait, les athlètes s'alimentent déjà bien, fait que c'est rare, en fait, qu'ils ont besoin aussi de faire un régime en tant que tel, là. Ils ont déjà un mode de vie assez sain et équilibré. Puis d'ailleurs, toi, c'est quoi ton avis là-dessus, tu sais, au niveau des régimes versus une stabilité, mais une alimentation qui est peut-être un peu moins optimale, si on peut dire, là? Ben, c'est sûr, peut-être que je suis biaisée, mais pour moi, c'est régime, c'est restriction cognitive, qui mène à des préoccupations excessives par rapport à l'alimentation, par rapport à son poids. Fait que, moi, c'est que des histoires comme ça que je vois. Fait que c'est sûr ça amène à une relation malsaine avec la nourriture, en fait, là. Ben, tout à fait, c'est ça. Fait que oui, tu peux, comme athlète, décider de couper tes féculents, dans le fond, à court terme. Puis ça se peut que tu aies des résultats, mais à un moment donné, ton corps va en avoir besoin de glucides, tu vas avoir des rages de sucre, tu peux perdre le contrôle avec l'alimentation, puis là, ça peut devenir plus difficile à ce moment-là aussi. Fait que pour beaucoup d'athlètes qui ont eu des problèmes alimentaires, ça a tout le temps commencé par un régime à un moment donné aussi. Puis justement, je voulais en parler au niveau de la restriction alimentaire. Ça se définit comment, en fait, ça? Ben, tu sais, la restriction alimentaire, c'est comme je le mentionnais un petit peu tantôt, moi, la façon dont je vais la décrire, tu sais, aux gens avec qui je travaille, il y a comme deux sortes de restrictions. Fait que t'as la restriction quantitative, fait que je mange moins de calories, puis il y a la restriction cognitive, fait que je m'impose des règles alimentaires ou je me permets ou je m'interdis de manger certains aliments ou à telle fréquence. Fait que c'est plus de cette façon-là que je vais la décrire. OK. Puis pourquoi c'est néfaste, en fait, selon toi? Parce que le cerveau, la restriction, il n'aime pas ça. Il va toujours, dans le fond, trouver une solution pour avoir ce qu'il veut. Fait que si, dans le fond, j'adore le chocolat, mais je me dis, j'ai pas le droit d'en manger, j'ai pas le droit d'en manger. On fait la blague, mais souvent, ça va être le Cookie Monster, dans le fond, qui va décider, dans le fond, quand tu vas en manger. Fait que c'est pour ça que les gens qui s'interdisent des aliments vont
avoir tendance à, quand ils ont l'opportunité d'en manger, à en manger beaucoup plus pour deux raisons. Un, wow, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé, puis j'avais hâte d'en manger. Puis deux, il faut que j'en profite aujourd'hui parce qu'à partir de demain, je vais me remettre la règle, dans le fond, de ne plus pouvoir en manger aussi. C'est comme un rétablissement de balance. Là, tu vas dans un extrême, puis là, tu rétablis ça en allant dans l'autre extrême. Puis là, mais les deux extrêmes sont beaucoup moins sains que le centre, en fait. Là. C'est un peu la même chose avec les gens qui vont avoir tendance au tout ou rien à s'entraîner. Là. Tu sais, c'est comme je recommence à m'entraîner, mais là, je vais y aller 6-7 fois semaine. Puis avant ça, c'était 0. Là, puis ça marche rarement, en fait. Là. C'est ça le problème avec ça. Là. Tout à fait, tout à fait. Puis tu sais, au niveau de la quantité, ben, à un moment donné, ton corps, il a besoin d'une certaine quantité aussi. Puis des fois, c'est pas juste la quantité, mais c'est la répartition. Fait que, il y a des gens qui, à la fin de la journée, vont manger suffisamment, sauf que ils vont être privés toute la journée aussi. Puis là, le soir, ben, il faut qu'ils mangent pour compenser aussi. J'en ai parlé un petit peu tantôt là, au niveau des alimentations vegan, végétariennes. C'est-tu possible d'être aussi performant avec ce type d'alimentation quand on fait un sport à un haut niveau? Ben, je pense que la première question à se poser, c'est est-ce que je décide d'adopter une telle alimentation pour perdre du poids? Parce que reste que pour beaucoup d'athlètes, ça va être une excuse socialement acceptée pour se restreindre sans que personne pose de questions. Et à chaque fois que j'ai un athlète, dans le fond, qui vient me voir parce qu'il est vegan ou il veut devenir végétarien ou vegan, il faut justement que je cible puis que j'identifie bien les raisons pour lesquelles il veut transitionner vers cette diète-là. Parce que les gens ne posent pas de questions. Hein. Ah, ben, tu manges pas de protéines animales, tu as coupé beaucoup ce que tu mangeais parce que je suis devenue végane. C'est socialement accepté, comme je le disais. Fait que considéré très sain comme mode de vie, là, tu sais. Ça peut dissimuler justement une problématique alimentaire. Outre ça, oui, c'est sûr que c'est possible pour un athlète, dans le fond, d'adopter une telle alimentation, mais ça s'improvise pas. C'est facile, si on ne connaît pas ça, de ne pas combler ses besoins et d'avoir des déficiences. À la base, même les athlètes omnivores féminines, souvent, vont devoir être supplémentées en fer. Donc, c'est encore plus important parce qu'on sait que le fer d'origine végétale est moins bien absorbé que le fer d'origine animale. C'est encore plus important pour les athlètes qui désirent faire ce changement-là, d'être bien accompagnés aussi. Est-ce que je vais manger assez de protéines? Est-ce que, tu sais, moi, un athlète qui veut devenir vegan, mais qui aime pas le tofu, qui aime pas le tempeh, qui aime pas trop les légumineuses, mais ça va être difficile de combler. Fait qu'il y a quand même des choses de base. Il faut aimer cuisiner aussi, parce que peut-être que pour un athlète de haut niveau, ce qui est disponible sur le marché correspond pas nécessairement aux éléments nutritifs dont il a besoin, aux quantités qu'il a besoin aussi. Donc, il y a plein de paramètres que je pense à garder en ligne de compte, mais pour répondre clairement à ta question, oui, c'est possible, mais il faut s'informer, puis il faut le faire correctement, il faut être bien supporté, puis c'est de pas penser que ça va améliorer la performance nécessairement aussi. Si quelqu'un améliore la qualité de son alimentation, mangeait pas de glucides, puis là, le fait de manger de façon végane ou végétarienne augmente beaucoup son apport justement en glucides, puis que là, ses besoins sont comblés, ben ça peut que ça améliore sa performance, mais c'est pas nécessairement associé directement au véganisme. Fait que, moi, mon travail, c'est pas d'influencer dans le fond un athlète, c'est dans un sens ou dans l'autre. Fait que moi, je vais l'accompagner dans le fond, dépendamment de ce qu'il désire entreprendre ou faire aussi. Mais faut que je sois claire par rapport les limites sont où, puis les éléments, dans le fond, à garder en tête sont où pour que ça se passe bien aussi. Parce qu'on entend souvent les histoires de succès d'athlètes qui, ont commencé à bien performer quand ils ont fait ce changement de diète-là. On entend souvent ça, ouais. Mais en même temps, moi, dans mon bureau, j'ai beaucoup l'inverse. C'est beaucoup d'athlètes, ça a été la catastrophe puis que leur performance a chuté beaucoup, mais pas à cause de la diète, mais parce que c'est pas fait, dans le fond, adéquatement. Puis, est-ce que tu sais, peut-être que tu sais pas, là, mais au niveau des recherches, y a-t-il une différence de performance entre les deux types d'alimentation? Carnivore ou vegan et végétarienne?
Mais encore une fois, l'idée, c'est de comparer les deux modes d'alimentation, mais avec des dénominateurs communs. Fait que, il faut aller chercher deux modes d'alimentation qui ont un apport similaire en macronutriments. Fait que, si on compare, c'est une diète qui est faible en glucides, qui est riche en protéines, ou c'est une diète c'est américaine qui est pas nécessairement qui va pas combler tous les besoins, à une diète pleine de légumes avec des protéines végétales, mais peut-être que dans ce contexte-là, ça va améliorer la performance. Mais encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'études scientifiques à ce jour qui vont montrer qu'il y a une amélioration de la performance, dans le fond, si on compare deux diètes avec des macronutriments de façon égale non plus. Fait que dans le fond, si les macronutriments, justement, sont de façon égale, ben, j'imagine que la performance risque d'être assez égale, mettons, pour une personne X, pour la même personne. C'est les macronutriments, justement, qui déterminent pas mal. D'une part, c'est la qualité de l'alimentation aussi, ça. Parce que souvent, les gens qui décident de devenir végétariens ou végétaliens vont apporter plus d'attention à leur alimentation, ils vont accorder plus d'intérêt à la qualité de ce qu'ils mangent aussi. Fait que c'est sûr que ça peut jouer dans la balance. OK. Toi, as-tu travaillé jusqu'à maintenant avec des athlètes vegan ou végétariens, j'imagine? Ben oui, tout à fait. C'est faux, c'est pas la majorité de ma clientèle aussi. Puis j'ai des athlètes qui ont essayé de le faire, puis qui se sont dit, ben non, c'est comme athlète, j'ai vraiment besoin d'incorporer certaines choses, surtout ceux qui voyagent. Fait que l'idée, c'est si ça fonctionne bien à la maison, quand je suis capable de cuisiner, quand j'ai accès dans le fond, à mon avril, à mon Rachel Berry, ben ça va bien. Mais qu'est-ce qui se passe si je voyage dans le fond en Russie, en Chine? Oui, je peux mettre des choses dans mes valises. Puis oui, ça se fait pour certains athlètes, mais pour d'autres, ça correspond pas à leur réalité ou à ce qu'ils ont envie de faire aussi. Fait que des fois, ils sont plus flexibles dans ce contexte-là. Puis c'est plus là où souvent j'ai prôné plus une flexibilité alimentaire en disant aucun problème, on réduit beaucoup les protéines animales quand tu es à la maison, mais c'est peut-être que dans certains contextes, si tu veux combler tes besoins en protéines, ben il y a peut-être certaines choses qui peuvent être faites aussi. En même temps, si j'ai une athlète qui va être 100% végane ou végétarien, je vais respecter, puis on va tout faire pour trouver des solutions. Ouais, ben c'est ça. Il y en a que c'est pour des raisons éthiques et environnementales aussi, là. Donc, mais c'est ça, j'aime ça qu'il y ait de plus en plus cette flexibilité-là au niveau des gens de se dire, c'est pas obligé d'être deux clans, là. la viande ou pas de viande, là. On peut être à quelque part dans le milieu, vouloir réduire sa consommation de viande, mais en continuant quand même à en prendre de temps en temps. Puis, ouais, je pense que c'est important d'avoir cette flexibilité-là, autant pour l'alimentation qu'en fait n'importe quel aspect. Que, tu sais, quand tu es en compétition, le contexte est différent. Quand tu es dans un autre pays, le contexte est différent. Fait que c'est tout le temps de reconnaître que, OK, il y a un contexte différent. Qu'est-ce que je peux faire pour m'adapter là, à ça? Là? Tout à fait. Ben, merci. Moi, ça fait le tour là, au niveau de ce que je voulais discuter avec toi. C'était super intéressant. Comme je le fais toujours, où les gens peuvent te rejoindre si ils veulent te suivre. Oui, ben je suis nouvellement sur les réseaux sociaux en fait depuis le début de la pandémie, fait que c'est une nouvelle aventure pour moi. Donc j'ai mon Instagram, donc Alexia Baramba, Performance Nutrition, où j'ai ma page Facebook, donc Alexia de Macart, PhD Nutrition et Performance. Donc j'en peux aller jeter un coup d'œil. Puis je suis, comme vous le verrez, dans le fond, je pense que ça va refléter un petit peu notre discussion d'aujourd'hui, mais j'axe beaucoup dans le fond, mes informations sur la relation avec l'alimentation chez l'athlète. Oui, parce que je suis allé voir tes réseaux sociaux pour me préparer pour les questions. Fait que dernièrement, tu parlais justement de restrictions alimentaires. Fait que ça m'a inspiré un peu de parler de ça. Et merci d'avoir accepté l'invitation.